thème le ferroviaire au service de l'aménagement du territoire, parce que notre conception, c'est bien que le ferroviaire doit être un outil au service de cet aménagement. Cette conférence de presse est tenue par Franck Briffaut, qui est le référent national du Front National sur le ferroviaire, et qui donc répondra à toutes les questions que vous pourriez poser sur le rapport Spinetta, l'ouverture à la concurrence, le statut du cheminot, enfin tout ce qui fait l'actualité, mais également par Adriana, qui est notre chef de file à la commission au transport, qui donc monte toujours au créneau face à M. Bertrand et avant à M. Dormanin lorsqu'il était vice-président au transport, et qui vous dira quelle était l'action de notre groupe. Moi-même, j'interviendrai par rapport à la position qui est celle de M. Bertrand, qui nous dit « j'ai été trompé, j'ai été dupé par M. Pépi », mais il le dit pour la même chose, de la même manière pour M. Macron sur le canal Seine-Nord, ce qui me permet de dire que M. Bertrand est vraiment le grand béni. Franck ? Alors, sur ce sujet, j'aimerais d'abord que l'on resitue le débat. Nous sommes des élus, donc nous plaçons d'abord sur le terrain global, c'est-à-dire que pour nous, il s'agit de savoir comment, en tant qu'élus régionaux et tous les élus locaux, de manière générale, doivent décliner les dossiers, et notamment celui touchant au ferroviaire, de manière à pouvoir s'appuyer sur des décisions qui relèvent incontestablement de l'échelon de l'État. Là. Bon. Je vais le couper parce que j'oublie que je suis maire et ça m'arrive jamais. Voilà. Donc les questions qu'il faut d'abord se poser là-dessus, le rôle stratégique de l'État en appui d'une nécessaire politique d'aménagement du territoire, et quelle est la place du ferroviaire dans cette vision globale d'aménagement du territoire, que ce soit les gouvernements de droite comme de gauche, et M. Macron malheureusement ne semble pas échapper à la règle. Cette question préalable ne semble toujours pas avoir été posée en amont du débat sur le rapport Spinetta, sur la réforme du ferroviaire. Avant de parler de réforme du ferroviaire, il faudrait véritablement avoir un programme global d'aménagement du territoire national qui serait ensuite décliné au niveau de la région, la région étant chef de file en matière d'aménagement du territoire. Et voilà, donc il est évident que tant qu'on n'a pas cette vision d'aménagement du territoire, il est difficile de pouvoir concevoir un outil ferroviaire, mais tous les moyens de transport, donc ça qui s'articulent entre eux. Il faudrait d'ailleurs avoir une vision globale de la fonction transport. Étant entendu que nous avons tranché, c'est bien une fonction régalienne, donc l'État est légitime à fixer le cadre dans lequel évolue cette fonction, et c'est seulement après ces questions préalables qu'on peut parler d'une véritable réforme de notre système ferroviaire, savoir d'abord qu'est-ce qui doit être réformé, parce que c'est une institution, c'est un système ferroviaire, le système ferroviaire n'est pas ancré dans l'esprit de nos concitoyens uniquement comme un outil technique. Il y a aussi une culture du ferroviaire, les Français tiennent au train. On le voit, il y a une part d'irrationnel par rapport au chemin de fer qu'il faut prendre en compte, et c'est un outil structurant. Donc la rentabilité n'est pas le seul critère qu'il faut prendre en compte, ou plutôt il faut élargir cette notion de rentabilité en y incluant la rentabilité, le coût social, les retours indirects, les effets induits en termes de structuration du territoire. Voilà, ça ne peut pas être regardé uniquement que sur un rapport investissement-fonctionnement. Voilà, c'est la vision matérialiste qui prévaut, et nos adversaires sont cohérents avec eux-mêmes. Ils n'ont pas, en dehors de l'aspect purement matérialiste, sont incapables de regarder les choses politiquement. Nous voulons véritablement voir ce sujet concomitamment avec une politique d'aménagement du territoire. C'est ce que je pourrais dire en premier lieu. Alors peut-être ajouter, quel système ferroviaire voulons-nous avant de faire une réforme ferroviaire? Au service de quel territoire? Est-ce que c'est un outil qui n'a plus vocation qu'à servir la métropolisation de la France? Et ça confirme bien mon propos, c'est bien donc la politique d'aménagement du territoire qui conditionne cette réflexion. Ou est-ce qu'on admet que la France, c'est les métropoles, certes, mais c'est aussi un vaste espace rural qu'il faut également structurer en appui les uns les autres, avec des synergies, pas uniquement autour des métropoles. C'est cette question qu'il faut trancher. Le territoire français n'est pas l'Allemagne, n'est pas les Pays-Bas. Les densités démographiques, la répartition démographique des activités économiques ne sont pas les mêmes. Donc notre outil de transport, notre outil ferroviaire en particulier, est extrêmement tributaire de la répartition des populations, de la stratification en termes de pyramide des âges. Il est évident que certaines tranches d'âge sont beaucoup plus vocation à utiliser le transport ferroviaire,
ça peut être une clientèle plus captive. Ça dépend largement de la répartition de notre outil de production, de nos industries. Nous voulons réindustrialiser la France. Donc dans ce volet de réindustrialisation de la France, eh bien, il faudra évidemment l'accompagner par l'aménagement des outils qui permettent les transports des marchandises, des biens de production, donc de l'outil ferroviaire, qui se positionne plutôt sur des productions, le transport de production qu'on aura préalablement massifié. Hein, voilà, donc c'est toute cette partie du débat qui est littéralement escamotée par le président Macron et tous ceux qui sont chargés, qui prétendent mettre en œuvre une réforme durable. Donc nous disons simplement que les conditions préalables à une réforme du ferroviaire ne sont pas établies et qu'on commence par le mauvais côté du manche. Faire de cette réforme, mettre en avant la réforme des statuts des cheminots, ça n'a pas de sens. Quel statut? Pour faire quoi? Au service de quoi? Il faut se poser la question pourquoi il y a un statut particulier. Il faut donc étudier l'histoire, comprendre pourquoi, voir si aujourd'hui un certain nombre de ces dispositions statutaires ne sont plus adaptées et éventuellement les amender, mais livrer en pâture la SNCF en général et les cheminots en particulier pour essayer de détourner l'attention sur le fait que l'État est incapable de répondre aux questions que j'ai évoquées préalablement, c'est une escroquerie politique. Et je rappelle que si on touche au ferroviaire, la première chose qu'il faut regarder, c'est l'infrastructure, avant de s'occuper de ceux qui roulent dessus. Et ça, c'est l'État. Toute la part de la dette qui touche au système ferroviaire, qui se rapporte à l'infrastructure, c'est une dette d'État. Ce n'est pas la dette de la SNCF, et encore moins celle des cheminots. Merci Franck Briffaut de nous avoir montré comment le gouvernement de M. Philippe, sous la présidence de M. Macron, agite souvent des leurres pour détourner l'attention des vrais problèmes. Et c'est d'ailleurs ce que fait également la majorité régionale conduite par M. Bertrand, mais ça, Adriana va nous l'expliquer en détail. C'est ça. Oui, parce qu'au Conseil régional, l'exécutif a les armes aujourd'hui pour que le ferroviaire et en tout cas la partie TER fonctionne correctement via deux conventions TER, celle de la Picardie et celle du Nord-Pas-de-Calais qui vont être regroupées là, cette année pour former la convention TER des Hauts-de-France. Donc les négociations sont actuellement en cours. Nous interviendrons bien sûr dans ce débat avec des arguments forts pour que ces conventions puissent répondre au mieux à la demande de ceux qui utilisent le TER. Vous avez dans votre dossier presse qu'on vous a remis plusieurs annexes, notamment la première et la deuxième qui concerne les comités de pilotage entre la SNCF Mobilité et le Conseil régional qui leur permettent de suivre et d'organiser au mieux le TER dans notre région. Vous remarquerez aussi avec les verbatims que ces comités de pilotage et en tout cas ces réunions ne donnent lieu à aucun compte rendu, en tout cas on n'en a pas de trace. Donc au niveau du suivi, c'est quand même très très flou et on ne peut pas savoir ce qui s'y passe, en tout cas aujourd'hui, parce qu'il y a une omerta de l'exécutif sur ce sujet. Vous dire également qu'au niveau du contrôle de cette convention, l'exécutif a des armes, puisqu'il y a des articles que vous avez également dans l'annexe 1 qui sont la possibilité pour l'exécutif d'utiliser des indicateurs de suivi et un droit de contrôle sur ce qui est présenté par la SNCF et que ces articles ne sont pas utilisés. Donc aujourd'hui, il y a des armes qui existent, mais elles ne sont pas utilisées par l'exécutif régional. À travers nos commissions thématiques et les séances plénières et commissions permanentes, nous avons également pu être des lanceurs d'alerte sur les pratiques en cours des autorités de la SNCF, notamment sur les surfacturations à plusieurs échelons. Les surfacturations c'est l'annexe 4 et 5 sur la vidéoprotection et sur les informations voyageurs. L'annexe 4, c'est sur la vidéoprotection. Vous verrez que nous sommes intervenus à plusieurs reprises, puisque quand une collectivité commande des caméras de vidéoprotection, le coût moyen de la vidéoprotection, c'est 3 000 €. Quand c'est la SNCF, le coût moyen double, c'est 6 000 €. Nous sommes intervenus pour alerter l'exécutif. Un courrier est parti de Xavier Bertrand sur ce sujet et effectivement des réductions tarifaires vont être appliquées. Idem sur
les télévisions d'information aux voyageurs qu'on retrouve au niveau des gares, où un écran était revendu à la collectivité près de 20 000 euros. Voilà. Un courrier est également parti suite à notre alerte, les délibérations ont été retirées et puis sont revenues, et le prix a été significativement baissé et on est revenu à des échelles correctes, en tout cas normales en termes de prix. Tout ça n'est pas anodin puisque, Franck l'a dit, il y a une dette qui est très lourde et aujourd'hui, malheureusement, les directeurs, je pense, de la SNCF, ou en tout cas certains, essayent de grappiller un peu d'argent là où ils peuvent, et malheureusement, souvent sur le dos de la collectivité, en tout cas du conseil régional, et donc ça, ce n'est pas possible. Et les conventions sont là aujourd'hui pour permettre d'éviter ce genre de dérapage. Et enfin, le dernier point que je voulais intervenir, et c'est la dernière annexe que vous avez, c'est sur l'ensemble des études qui sont faites avant les travaux sur les voiries, sur les voies régionales. On voit, délibération après délibération, que les études sont rallongées, notamment, vous l'avez ici dans le dossier, sur certaines lignes où on passe de 20 mois initialement d'études prévues à 59 pour la ligne vers Méru. On passe de 18 mois initialement prévus à 72 mois pour la ligne Chantilly-Ory-la-Ville, avec des coûts financiers qui sont rallongés. Pourquoi ? Parce que SNCF arrive avec un avenant en disant mais on n'a pas pris ça en compte, on n'a pas étudié ça, donc il faut allonger les délais et il faut remettre un petit peu au pot pour qu'on puisse financer ces études. Tout ça, nous le dénonçons, ce n'est pas normal. On arrive à faire bouger l'exécutif sur ces sujets dans l'intérêt des habitants, puisque forcément plus les études vont vite et plus les travaux sont réalisés rapidement, plus la ligne va refonctionner correctement et plus ça coûtera, plus on permettra de réaliser des économies à la collectivité. Voilà ce que je voulais dire. Merci Adriana de vous avoir dressé en quelque sorte le tableau d'une action au quotidien, et d'avoir démontré, je crois, notre capacité d'influence, puisque des délibérations sont retirées. Monsieur Bertrand et sa majorité, que nous alertons depuis le début 2016, a mis finalement près de 2 ans à comprendre qu'il y avait de la surfacturation, qu'une caméra pouvait coûter 3 fois plus cher, pour finalement nous déclarer, je crois que c'était le 21 février, j'ai été dupé par monsieur Pépi, j'ai été mené en bateau. Et oui, comme il est mené en bateau par d'autres. Alors, nous allons simplement rappeler quelles sont nos positions et nos propositions que nous avions faites lors de la campagne électorale de décembre 2015. Nous voulons, en termes d'aménagement du territoire, privilégier le rail, la voie d'eau et la mer. Et nous voulons le faire en développant une mobilité intelligente. Sur la question du ferroviaire, puisque aujourd'hui notre point presse est basé sur le ferroviaire, nous pensons que unir la région par le rail, parce que le transport express régional est pour nous l'épine dorsale de la mobilité régionale. Alors, nous avons des propositions très concrètes que nous exprimerons dans les prochaines semaines, je ne vais pas dire dans les prochains mois parce que l'échéance du 1er juillet 2018 arrive très vite auprès de l'exécutif. D'abord, de dresser un état des lieux du réseau régional pour se projeter dans une vision à long terme. Tout le reste ne serait autrement que littérature. La deuxième proposition que nous ferons, qui est une proposition la plus opérationnelle, c'est que nous pensons que la SNCF, ou l'opérateur qui sera choisi, doit développer une offre commerciale beaucoup plus agressive pour inciter à prendre le train. Et nous avons d'ailleurs dans ce cadre-là des propositions très concrètes que Adriana va faire au SMIR, développer les applications par smartphone, développer des applications qui nous permettent une présence sur Facebook, une présence sur Twitter, qui permettent à tout à chacun et au moment où le numérique se développe, d'avoir une visibilité sur quel est l'ensemble des moyens de transport qui sont mis à disposition pour aller de tel lieu à tel lieu, avec bien entendu une billetterie novatrice qui nous donnerait comme une carte passe-passe ou une carte navitaire qui nous permettrait d'aller d'un lieu à l'autre avec un seul accès.
Et puis, troisième point que nous avions également développé dans notre programme, dans notre projet régional, c'est d'utiliser les gares ferroviaires, d'utiliser l'emprise foncière qui est importante dans la plupart de ces gares ferroviaires, en particulier parce que le fret est tombé en déshérence. Il y a dossier les gares routières, mais pas seulement les gares routières, il y a dossier des services pour favoriser en quelque sorte l'intermodalité, puisqu'aujourd'hui le conseil régional est, je dirais, est le maître d'ouvrage à la fois pour le transport express régional et pour les transports routiers non urbains, et bien qu'il donne une cohérence à l'ensemble de ces transports. Nous ne sommes pas hostiles que là où il y a des gens qui arrivent à la gare ferroviaire, la gare routière est adossée, et puis on termine le voyage avec des bus, et là encore, nous sommes en force de proposition qui roulent au métal, qui roulent à l'hydrogène. Il y a un certain nombre d'avancées technologiques qui le permettent aujourd'hui, et vous le voyez qu'au travers de mon propos transparaît le fait que nous sommes favorables à une mobilité respectueuse de l'environnement. Enfin, quant à la majorité régionale, force est de constater qu'elle pratique une gouvernance opaque, une sorte d'omerta. Adriana l'a bien dit, la convention TER met en place des comités techniques et de pilotage. Aucun compte-rendu ne nous est adressé à nous élus, mais je pense aux élus de la majorité de la même manière. Il y a un vrai mépris de cet exécutif pour l'Assemblée, donc nous allons user des possibilités que nous donne la loi. À la fois nous allons demander, et puis par l'accès aux documents administratifs, nous l'aurons. De la même manière, il y a une omerta sur le fait que, vous savez que les deux conventions doivent être fusionnées, Picardie et Nord-Pas-de-Calais, au 1er juillet 2018. Nous sommes en mars, aucun dossier en commission, aucun débat en séance plénière. Mais c'est incroyable de voir à quel point, j'ai envie de dire, une sorte de peut-être de technostructure régionale confisque le débat pour le laisser entre initiés. C'est là qu'on voit à quel point M. Bertrand nous tient un double langage, mais nous y sommes, vous y êtes habitués, puisque je citerai pour terminer mon propos le verbatim de la séance plénière de mars 2016, lorsque M. Darmanin, alors vice-président au transport, déclarait: j'ai l'intention, Monsieur le Président, sur votre demande, de demander à Éric Durand et à sa commission de se saisir de ces conventions SNCF, puisque dans l'accord que vous avez eu du président de la SNCF en 2018, nous allons pouvoir renégocier une convention fusionnée. Le travail de la commission d'Éric Durand, qui sera un travail difficile et ardu, nous permettra de voir là où le conseil régional d'alors n'a pas forcément très bien négocié. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces propos? La commission d'Éric Durand, c'est la commission 9, évaluation des politiques publiques, et donc ça c'était une demande d'ailleurs, puisque dans le projet de Marine Le Pen, il y avait un vice-président à l'évaluation des politiques publiques. Donc nous étions tout à fait d'accord avec la création de cette commission qui part d'un bon sentiment, mais encore faut-il lui donner du grain à moudre. Or, en mars 2016, M. Darmanin dit: j'ai l'intention de demander à M. le Président. Nous avons un sujet qui est d'importance, puisque après les lycées, les transports sont le deuxième budget régional. En fonctionnement, c'est plus de 421 millions au budget primitif de 2018. Eh bien, cette commission évaluation des politiques publiques ne s'est saisie de rien, parce qu'évidemment, si elle se saisissait de quelque chose, il faudrait y associer les élus de l'opposition, et ça, c'en est trop pour M. Bertrand. Je vous remercie. Bon.